Imaginez rêver d'être mère toute votre vie, mais à 60 ans entendre les médecins dire que c'est impossible. Inès a surmonté cet incroyable défi seule, sans aucun soutien. Que feriez-vous à sa place? Pensez-vous que vous auriez eu le même courage qu'elle? D'où regardez-vous cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Restez avec moi jusqu'à la fin. Inès Martin était assise au bord du lit, ses pieds nus touchant le sol en bois froid de son élégant appartement, au cœur de Barcelone. Le silence de l'aube emplissait l'air, brisé seulement par le léger bourdonnement du système de chauffage. Dans son esprit, une tempête de pensées tourbillonnait sans relâche. À 60 ans, elle était une femme marquée par de nombreux succès professionnels, mais le vide personnel ne l'avait jamais quittée. En tant qu'architecte, Inès avait acquis un respect considérable. Ses projets, un mélange unique de tradition espagnole et de modernité, avaient conquis des lieux divers allant du quartier gothique de Barcelone au gratte-ciel de New York. Cependant, le succès professionnel ne comblait pas le vide qu'elle ressentait. Son esprit dérivait souvent vers un souvenir d'il y a des années, une voyante qui, avec un air de mystère et un regard intense, lui avait dit qu'elle aurait un enfant lors de son 3e mariage. Un enfant, avait dit la femme. À ce moment-là, Inès était jeune et pleine de rêves, et la promesse d'une grande famille semblait inévitable, une ligne de sa vie tracée par les cartes du destin. Maintenant, à 60 ans, avec 2 mariages ratés et pas d'enfants, cette prédiction lui semblait plus une moquerie cruelle du destin qu'une véritable vision de l'avenir. Son premier mariage avait été avec Louis, son amour de fac, un homme rempli de promesses mais avec peu de patience pour les grands rêves d'Inès. Ils avaient divorcé après 5 ans lorsque le poids de leurs ambitions opposées les avait écrasés. Son 2e mari, Dominique, était plus une évasion qu'un choix réfléchi. Cécé était un homme charmant mais distant qui vivait pour lui-même. Ils avaient divorcé après une décennie de conflits et de différences irréconciliables. À 48 ans, après son 2e divorce, Inès commençait à sentir que le temps lui échappait. Une nuit, en organisant de vieux papiers, elle trouva la carte de la voyante, jaunie par le temps, et le souvenir de la prophétie s'empara d'elle. Ça était comme si le destin lui rappelait une promesse oubliée. Poussée par un sentiment d'urgence et par sa détermination caractéristique, elle réalisa qu'elle ne voulait toujours pas abandonner l'idée d'avoir des enfants. Assise devant le miroir, elle contemplait son reflet avec des yeux fatigués mais résolus. Elle pensait au haut et au bas qu'elle avait traversés tout au long de sa vie. Chaque défi, chaque perte, chaque erreur avait forgé la femme forte et résiliente qu'elle était devenue. La mort de son père lorsqu'elle était jeune, la lutte constante pour se faire un nom dans un domaine dominé par les hommes, les relations brisées qui avaient laissé des cicatrices profondes dans son cœur, tout cela avait contribué à façonner la femme qu'elle était aujourd'hui, déterminée, mais consciente que son rêve le plus profond restait inachevé. Aujourd'hui est le jour, se dit-elle doucement. À peine un murmure perdu dans le bourdonnement du ventilateur d'extraction. Gérard Lavoie, son mari, un écrivain argentin célèbre, apparut dans l'embrasure de la porte de la salle de bain. Avec sa présence imposante malgré ses 55 ans, Gérard avait une expression sérieuse et des yeux remplis d'un calme qui contrastait avec le tumulte intérieur d'Inès. « Es-tu prête ?» demanda-t-il, sa voix douce chargée d'une inquiétude qu'il essayait de dissimuler. Gérard savait à quel point ce moment était important pour elle. Inès hocha la tête, essayant de paraître plus sereine qu'elle ne se sentait. « Je suis prête depuis longtemps, » répondit-elle, forçant un sourire que Gérard connaissait trop bien, celui qu'elle affichait quand elle essayait de cacher sa peur. La maison qu'ils partageaient à Barcelone était un refuge tranquille, un espace qu'ils avaient construit ensemble avec amour et respect mutuel. Les murs étaient ornés de souvenirs de leur voyage, de photos de vieilles aventures et des succès professionnels qu'ils avaient accumulés au fil des ans. Mais il y avait un coin vide, un espace dans leur vie qui n'avait pas encore été comblé, et aujourd'hui était le jour où ils espéraient que ce vide commencerait à s'estomper. Alors qu'ils prenaient la route vers l'hôpital, le silence emplissait la voiture. Inès regardait par la fenêtre. Les rues de Barcelone défilaient rapidement, reflet du tourbillon de pensées qui envahissait son esprit. Elle se souvenait de son enfance, la voix de la voyante résonnant dans ses oreilles comme si c'était hier. « Tu auras un enfant lors de ton 3e mariage. » Elle avait ri alors,
une fille trop jeune pour comprendre ce que ces mots signifieraient un jour. « Pourquoi est-ce que je pense à cela aujourd'hui ?» se demanda-t-elle. Gérard brisa le silence. « Je me souviens quand tu m'as parlé de la voyante, il y a de nombreuses années. J'ai toujours pensé que C était des balivernes, jusqu'à présent. » Inès se tourna pour le regarder, surprise par la coïncidence de leurs pensées. « Je ne t'ai jamais dit, mais cette prophétie a été comme une ombre sur moi. Je ne sais pas si j'ai vécu ma vie en essayant de la réaliser ou en essayant d'en échapper, » admit Inès, sa voix tremblant légèrement. Gérard lui prit la main et la pressa doucement. « Peu importe pourquoi, Inès. Nous sommes ici maintenant. L'important, c'est que nous voulons tous les deux cela. » L'hôpital était froid et clinique, mais les lumières douces et les couleurs neutres de la clinique privée offraient une sensation de sérénité qu'Inès appréciait à ce moment-là. L'infirmière qui les accueillit, avec un sourire chaleureux et professionnel, indiqua que le docteur Bernard les verrait sous peu. Inès ressentit un pincement de nerfs en entrant dans la salle d'attente. Les affiches sur les murs montraient des images de nouveau-nés, de familles heureuses et de femmes enceintes. Gérard s'assit à ses côtés et elle sentit sa main chaude sur la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent. « Tout va bien se passer, n'est-ce pas ?» demanda Inès, presque comme une enfant cherchant du réconfort. « Nous avons traversé tant de choses pour en arriver là. Nous ne sommes pas venus aussi loin pour abandonner maintenant, » répondit Gérard, essayant d'imprégner sa voix de la confiance qu'il savait qu'Inès avait besoin. La porte de la salle de consultation s'ouvrit et le docteur Bernard, une femme dans la quarantaine avec une expression amicale et professionnelle, les invita à entrer. « Madame Martin, Monsieur Lavoie, bienvenue. Êtes-vous prêts pour la prochaine étape ?» demanda-t-elle, tout en leur indiquant de prendre place. Inès hocha la tête, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Nous le sommes, docteur. Nous en avons parlé pendant longtemps. Nous sommes prêts. » Le docteur Bernard commença à expliquer la procédure, les étapes à suivre, les risques et les chances de succès. Bien qu'Inès ait déjà entendu tout cela auparavant, d'une manière ou d'une autre, entendre à nouveau l'explication rendait tout cela plus réel, plus imminent. « Inès, votre âge et le temps pendant lequel les ovules ont été congelés diminuent les chances de succès, mais elles ne sont pas nulles. Nous avons eu des cas similaires avec des résultats positifs, » assura le médecin, ses yeux cherchant ceux d'Inès, offrant un soutien silencieux. « Je n'ai pas besoin que vous m'assuriez que tout va parfaitement se passer, » dit Inès. Gérard pressa à nouveau la main d'Inès, et elle se sentit réconfortée par son soutien indéfectible. Le couple avait traversé tant de choses ensemble, mais C était différent. C était l'accomplissement d'un rêve qu'ils partageaient tous les deux, un désir qui dépassait les mots et s'ancrait profondément dans leur cœur. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, l'atmosphère dans la voiture était différente. Le poids de l'incertitude avait été remplacé par un calme déterminé. La réalité de la procédure, de ce qu'ils s'apprêtaient à tenter, avait commencé à s'installer pour eux deux. « Et si ça ne marche pas ?» demanda soudainement Inès, rompant le silence. C'était une question qu'ils avaient tous deux évitée, une pensée sombre qu'ils ne voulaient pas affronter. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix presque étouffée par l'émotion. « Pourquoi ?» demanda Gérard, un léger sourire sur le visage. « Pour ne pas m'avoir laissé abandonner mon rêve, pour être ici avec moi. » Gérard ne répondit pas. Il se contenta de sourire et continua à conduire, ses pensées immergées dans les jours à venir, dans l'espoir qu'ils tenaient tous les deux fermement. Il savait que le chemin ne serait pas facile, mais il savait aussi que C était un chemin qu'ils étaient prêts à parcourir ensemble, pas à pas, peu importe les difficultés. Quand ils arrivèrent chez eux, Inès monta lentement les escaliers vers la chambre, ressentant chaque marche comme une méditation. Elle ouvrit la porte du placard et sortit une petite boîte en bois qu'elle avait gardée pendant des années. À l'intérieur, il y avait une photo jaunie d'elle, jeune femme, ses yeux remplis d'espoir et d'une pointe de naïveté. « J'ai toujours ce rêve », murmura-t-elle en regardant l'image. Gérard apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre, la regardant en silence. « Et je serai là pour le voir se réaliser », dit-il fermement, s'avançant et l'enlaçant par derrière. Inès ferma les yeux, se permettant un instant de rêver, d'être emportée par l'idée de ce qui pourrait être. Elle ressentait un mélange de peur et d'espoir, et elle savait que peu importe le résultat, elle était prête pour ce qui viendrait ensuite. Ensemble ou séparément,
Ils feraient face à tout ce que l'avenir leur réservait, avec la même force et la même détermination qui avaient toujours défini leur vie. Gérard était assis à son bureau, la lueur de l'écran d'ordinateur illuminant son visage dans l'étude sombre. Dehors, la nuit se étirait comme une toile noire, parsemée des lumières de la ville qui ne dort jamais. Il y avait quelque chose dans le silence nocturne qui avait toujours inspiré Gérard à écrire, mais ce soir était différent. Il y avait une tension dans l'air, une énergie contenue qui le faisait se sentir agité mais étrangement vivant. Inès dormait dans la chambre à côté, épuisée après une autre séance de traitements hormonaux. Gérard l'observait plus que d'habitude ces derniers temps, étudiant chaque ligne de son visage, chaque mouvement, comme s'il cherchait quelque chose. Il savait qu'il ne pouvait pas comprendre pleinement ce qu'elle traversait, mais il voulait être là pour elle de la seule manière qu'il connaissait, en écrivant. Il ouvrit un nouveau document sur l'ordinateur et commença à taper. Au début, les mots venaient lentement, comme des gouttes d'eau à peine tombant d'un robinet. Écrire sur l'attente, sur l'incertitude de devenir père pour la première fois à son âge, était pas facile. Comment pouvait-il traduire en mots le mélange complexe d'émotions qui l'assaillaient jour après jour? L'excitation, l'anxiété, la peur de l'inconnu. Était comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme, ne sachant pas si le prochain pas serait solide ou une chute dans l'obscurité. L'attente est une forme d'amour, écrivit Gérard, son esprit explorant l'idée. Chaque seconde qui passe, chaque minute qui s'étire avec une lenteur insupportable, est un témoignage de l'amour que je ressens déjà pour cette vie qui n'existe pas encore. Il s'arrêta, lisant ce qu'il avait écrit. Cela lui semblait vrai, mais aussi incomplet. Il y avait plus en jeu. Était la fragilité de l'espoir, la manière dont chaque petit pas en avant pouvait sembler une réalisation monumentale, et chaque revers, comme une catastrophe dévastatrice. Mais il y avait de la beauté dans cette fragilité, pensa-t-il. Une beauté que seuls ceux qui avaient vécu l'incertitude de l'attente pouvaient comprendre. Tout à coup, il entendit un bruit doux derrière lui. Il se retourna et vit Inès debout dans l'embrasure de la porte de l'étude. Ses yeux étaient à moitié fermés, ses cheveux en désordre tombant sur ses épaules. « Tu ne peux pas dormir ?» demanda-t-elle, sa voix douce, à peine un murmure. Gérard sourit faiblement et secoua la tête. « Non, j'y écrivais, » répondit-il. Inès entra dans l'étude, son regard fixé sur lui. Elle s'approcha lentement et Gérard se déplaça un peu, lui laissant de l'espace pour s'asseoir sur le bord du bureau. Elle se pencha pour voir l'écran. « Que écris-tu » demanda-t-elle avec curiosité. Gérard hésita un moment avant de répondre. « À propos de nous, à propos de ce processus, l'attente, l'anxiété. C'est ma façon de gérer tout ça. » Inès le regarda, un mélange de surprise et d'admiration dans les yeux. Gérard avait toujours été bon avec les mots, mais elle ne s'était pas attendue à le voir trouver du réconfort en écrivant sur quelque chose de si personnel, si proche de leur cœur. « Puis-je le lire » demanda-t-elle, son ton plus incertain que d'habitude. Gérard hésita, mais finit par hocher la tête. Il savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse lui cacher. Il la regarda lire, son expression changeant lentement alors qu'elle traitait chaque mot, chaque ligne. Il y avait quelque chose d'à la fois douloureux dans son regard, une compréhension profonde qui le touchait. « C'est magnifique, Gérard, » dit-elle enfin, sa voix chargée d'émotion. « Tu réussis à mettre en mots ce que je ne peux même pas exprimer. » Gérard prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « C'est la seule chose que je sais faire, Inès. Écrire est ma façon de comprendre le monde, de nous comprendre. » Inès sourit, un petit mais sincère sourire. « Et tu rends tout plus clair, » dit-elle, son ton plus léger maintenant, comme si les mots de Gérard avaient soulagé un peu le poids qu'elle ressentait dans sa poitrine. Les semaines suivantes s'installèrent dans une routine qui combinait rendez-vous médicaux et longues conversations nocturnes, où ils partagèrent leurs peurs, leurs espoirs et leurs rêves pour l'avenir. Gérard continuait de écrire, trouvant dans chaque mot un refuge, un moyen de traiter ce que cela signifiait de faire face à la possibilité de devenir père à un âge où la plupart de ses amis étaient déjà grands-parents. Écrire sur l'attente, pensa-t-il une nuit pendant qu'Inès dormait. C'est comme tisser une couverture pour se protéger du froid de l'incertitude. Chaque mot est un fil,
chaque phrase un nœud qui lie peur et espoir dans une toile de sens. Le livre commença à se former lentement, chaque chapitre explorant différents aspects de leur parcours, l'anxiété de l'attente, la frustration des traitements, la connexion intime qu'il ressentait avec Inès pendant ce processus, et la peur palpable que tout ne se passe pas comme il l'espérait. Gérard ne se berçait pas d'illusions. Il savait qu'il y avait une réelle possibilité d'échec, mais il savait aussi qu'il y avait quelque chose de précieux dans la lutte, quelque chose qui méritait d'être raconté. Un après-midi, après l'une de leurs consultations, Inès s'arrêta soudain dans la rue, juste devant l'hôpital. Gérard, qui marchait quelques pas devant, se retourna en remarquant qu'elle ne le suivait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, inquiet. Inès semblait avoir du mal à trouver les bons mots. « Gérard, j'ai réfléchi. Et si ça ne marchait pas ?» finit-elle par dire, ses yeux cherchant les siens avec une intensité qui le surprit. Gérard s'approcha d'elle, prenant ses mains. « Nous en avons déjà parlé, Inès. Si ça ne fonctionne pas, nous passerons à autre chose. Ce ne sera pas facile, mais nous le ferons ensemble. » Inès détourna le regard, ses lèvres tremblant légèrement. « Non, tu ne comprends pas. Je ne parle pas seulement de nous. Je parle de toi. Ce livre que tu écris. J'ai l'impression qu'il te donne quelque chose que je ne peux pas. Et si je ne peux pas te donner cette fin heureuse ?» Gérard la regarda intensément, ressentant la douleur dans ses mots. « Inès, ce livre n'est pas une question de fin heureuse. C'est une question de notre voyage. C'est ce que nous avons appris, ce que nous avons affronté ensemble. Je n'ai pas besoin d'une fin parfaite. J'ai besoin de la vérité, et la vérité est que, peu importe ce qui se passe, nous avons lutté. C'est ça qui compte. » Inès hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Gérard la prit dans ses bras, sentant son corps trembler légèrement dans ses bras. Il la tenait comme ça, au milieu de la rue, sentant que, à ce moment-là, rien d'autre n'importait. Cette nuit-là, lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Gérard se remit à son bureau. Inès S. était endormie sur le canapé, épuisée par l'intensité de ses émotions. Gérard la regarda de son siège, ressentant une vague d'amour et de protection pour elle. Il ouvrit le document sur son ordinateur et commença à écrire à nouveau. Cette fois, les mots affluèrent avec une facilité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il écrivit sur la peur, l'espoir, la lutte quotidienne, mais aussi sur l'amour indéfectible qu'il ressentait pour Inès. Un amour qui ne dépendait pas d'un résultat, mais de la simple et puissante vérité qu'ils étaient ensemble à chaque étape du chemin. Au final, écrivit Gérard, il ne s'agit pas de la destination, mais du voyage. Il ne s'agit pas des résultats, mais de la vérité que nous trouvons à chaque étape, à chaque décision, à chaque moment de doute et d'espoir. Alors que les mots remplissaient la page, Gérard ressentit une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Il savait que l'avenir était incertain, mais il savait aussi que, peu importe ce qui se passait, ils seraient prêts à l'affronter ensemble. Inès était assise dans la salle d'attente de l'hôpital, fixant le téléphone posé sur ses genoux. L'appareil était une ligne de séparation entre avant et après, entre espoir et réalité. 10 jours s'étaient écoulés depuis l'insémination artificielle, et aujourd'hui, il recevrait ses résultats. Gérard était à ses côtés, essayant de rester calme, mais Inès pouvait sentir la tension dans son corps, entendre sa respiration contenue comme si chaque souffle était une prière silencieuse. Le docteur Bernard entra avec une expression neutre, mais Inès, dans son état d'hypersensibilité, percevait tout. Les légères rides sur son front, l'hésitation à peine perceptible avant qu'elle ne parle. « Madame Martin, M. »« La voix !» commença le docteur Bernard, son ton soigneusement mesuré. « J'ai les résultats du test. » Inès sentit son cœur s'accélérer, battant furieusement dans sa poitrine. Gérard lui serra la main, un geste silencieux de soutien, mais même son toucher semblait lointain, comme s'il était à des kilomètres d'elle. « Je suis très désolé, mais le test de grossesse est négatif, » continua le médecin, sa voix tombant à un ton doux, presque comme si elle s'attendait à amortir le choc. Inès avait l'impression que le monde entier s'était arrêté. Il n'y avait aucun bruit, aucun mouvement, juste un abîme qui s'ouvrait sous ses pieds, l'engloutissant tout entière. Elle ressentit une pression dans sa poitrine, une douleur sourde se répandant dans sa gorge, piégeant un cri qu'elle ne pouvait pas libérer.
Elle resta figée, incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Gérard parla le premier, sa voix rauque et à peine audible. « Merci, docteur. »« Nous comprenons, » dit-il, mais son ton manquait de vie, de cette étincelle d'optimisme habituel. Le docteur Bernard hocha la tête, tendant une main compatissante vers eux. « Je sais que c'est difficile à entendre. Il y a d'autres options que nous pouvons explorer quand vous serez prêts. » Inès pouvait à peine l'entendre. Les mots du médecin se mêlaient à un bourdonnement dans ses oreilles. Son corps tout entier tremblait légèrement, et elle ressentait un nœud dans son estomac, comme si elle avait avalé un morceau de glace. Gérard l'aida à se lever, la guidant hors du bureau, mais Inès était à peine consciente de ses mouvements. Tout semblait irréel, comme si elle marchait à travers un épais brouillard. Dans la voiture, sur le chemin du retour, le silence était assourdissant. Gérard la regardait du coin de l'œil, cherchant un signe qu'elle allait bien, ou au moins qu'elle faisait face à ce qu'ils venaient d'entendre. Mais Inès fixait la fenêtre, ses yeux vides, comme si son esprit se trouvait dans un autre endroit, un endroit où même Gérard ne pouvait pas l'atteindre. « Inès, » commença Gérard, brisant le silence prudemment. « Je sais que c'est un coup dur, mais ce n'est pas la fin. Nous pouvons essayer à nouveau. Ou nous pouvons penser à d'autres options, comme l'adoption. » Inès ne répondit pas. Elle continua à regarder par la fenêtre, observant les bâtiments et les gens passer, comme s'ils n'étaient que des ombres dans un monde dont elle ne se sentait plus partie. Elle ressentait une colère silencieuse grandissante en elle, une douleur qu'elle ne pouvait pas exprimer par des mots. Cette nuit-là, chez elle, Inès se ferma dans la salle de bain. Elle regarda son reflet dans le miroir, voyant une femme qu'elle ne reconnaissait guère. Le regard terne, les traits de son visage paraissant plus marqués que jamais. Les mots de la voyante résonnaient dans sa tête, encore et encore. « Vous aurez un enfant lors de votre 3e mariage. » Une promesse brisée, un espoir qui semblait maintenant une cruelle blague du destin. Elle frappa ses mains contre le lavabo, un sanglot échappant de sa gorge. La promesse d'un avenir qui ne vint jamais, la cruauté d'une vie qui semblait lui avoir tout donné et rien en même temps. « Pourquoi ?» cria-t-elle, la voix remplie de désespoir. « Pourquoi me fais-tu ça ?» Elle s'effondra sur le sol de la salle de bain, son corps tremblant de sanglots incontrôlables. Gérard, écoutant sa douleur de l'autre côté de la porte, s'approcha lentement, frappant doucement. « Inès, s'il te plaît, ouvre la porte !» supplia-t-il, la voix brisée par l'inquiétude. Inès ne répondit pas immédiatement. Elle se sentait trahie, non seulement par le destin, mais aussi par ses propres choix. Avait-elle été égoïste en se concentrant autant sur sa carrière, en croyant à une prophétie qui semblait maintenant absurde? Après quelques minutes, la porte s'ouvrit lentement et Gérard entra. Il la trouva assise sur le sol, les yeux enflés et des larmes toujours coulant sur son visage. Il s'agenouilla à ses côtés et l'enveloppa de ses bras, la tenant fermement. « Je suis désolé, Gérard, » chuchota-t-elle, la voix à peine audible. « Je suis tellement désolé. Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit, » répondit-il, lui caressant doucement les cheveux. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Peu importe ce qui se passe, nous serons toujours ensemble dans cette épreuve. » Mais même en le disant, Gérard pouvait sentir la distance entre eux, un abîme qui avait commencé à se former avec le résultat négatif. Inès se refermait, s'enfonçant dans sa propre douleur, et il n'était pas sûr de comment il pouvait la tirer de là. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Inès parlait à peine, mangeait à peine. Elle s'était plongée dans son travail, dans des projets architecturaux qui remplissaient ses journées, mais laissaient ses nuits vides. Gérard essayait de rester optimiste, suggérant de nouvelles options, explorant des possibilités, mais chaque suggestion semblait heurter un mur invisible. Un après-midi, alors que Gérard était assis dans son bureau, travaillant sur son livre, Inès entra. Son visage était un masque de détermination, mais ses yeux reflétaient toujours la douleur qu'elle portait à l'intérieur. « Gérard, j'ai réfléchi, » dit-elle, sa voix ferme, mais avec un tremblement à peine perceptible. « Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à essayer. Je ne sais pas si je peux supporter un nouvel échec. » Gérard se leva lentement, s'approchant d'elle. « Tu n'as pas à prendre de décision maintenant, Inès. Nous ne sommes pas sous pression. Nous pouvons prendre tout le temps dont tu as besoin. » Inès secoua la tête. « Ce n'est pas seulement une question de temps. C'est tout. Toute ma vie.
J'ai pris des décisions en pensant à ce qu'il fallait faire, ce que les autres attendaient de moi, ce que j'attendais de moi-même. Et maintenant, je me sens si perdu. » Gérard prit ses mains, la regardant dans les yeux. « Tu n'es pas perdue, Inès. Nous sommes sur un chemin difficile, mais tu n'es pas seule. Je t'ai et tu m'as. Nous pouvons affronter cela ensemble. » Mais Inès détourna le regard, comme si ces mots ne pouvaient pas l'atteindre. « Gérard, je ne suis sûr de rien en ce moment. Je ne suis pas sûr de nous. Je ne suis pas sûr de moi. » Gérard ressentit un coup au cœur, une sensation de perte qu'il n'avait jamais connue auparavant. Était comme si Inès s'effondrait devant lui, et il ne savait pas comment la soutenir, comment l'empêcher de tomber complètement. Cette nuit-là, Gérard resta dans le bureau, fixant l'écran de son ordinateur. Les mots d'Inès résonnaient dans son esprit. « Je ne suis pas sûr de nous. » Il avait pensé que leur amour était incassable, qu'ils pouvaient surmonter n'importe quoi. Mais maintenant, tout semblait si fragile, si incertain. Il ouvrit le fichier de son livre et commença à écrire à nouveau, essayant de trouver un sens au milieu du chaos. « Car la douleur de la perte ne se limite pas à perdre ce que tu n'as jamais eu, » écrivait-il, « mais à perdre l'espoir de ce qui aurait pu être. » Alors qu'il écrivait, une larme solitaire tomba sur le clavier. Pour la première fois depuis longtemps, Gérard ne savait pas comment avancer. Mais une chose était certaine, il ne s'arrêterait pas d'essayer, il ne cesserait pas de se battre pour Inès, pour eux, pour ce qu'ils avaient rêvé. Les matins dans la maison d'Inès et Gérard étaient devenus des rituels silencieux et douloureux. Gérard, avec sa tasse de café à la main, était assis devant l'ordinateur, ses doigts reposant sur le clavier, mais les mots ne coulaient plus comme avant. Chaque fois qu'il essayait d'écrire, il ressentait une résistance intérieure, un poids qui le forçait à s'arrêter et à repenser chaque phrase. Le résultat négatif du traitement avait laissé une plaie ouverte dans leur mariage, une fissure qu'il ne savait pas comment refermer. Inès, pour sa part, passait la plupart de ses journées dans son studio d'architecture, concevant des projets avec une intensité presque fiévreuse. Le travail était devenu son échappatoire, un refuge contre la douleur qu'elle ressentait en voyant Gérard chaque matin, leurs regards à peine se croisant, chargés d'une awkwardness qui n'avait pas existé entre eux auparavant. La tension était palpable, comme une corde tirée au maximum qui menaçait de se rompre à tout moment. Un jour, alors que Gérard feuilletait le journal à la recherche d'inspiration pour son livre, il tomba sur un titre qui le laissa sans voix. Une architecte de 60 ans essaie de devenir mère. Une lutte contre la nature ou un rêve désespéré. L'article était accompagné d'une photo d'Inès prise à son insu, quittant l'hôpital après son dernier rendez-vous. Gérard sentit la colère monter en lui. Qui étaient ces journalistes pour juger leurs décisions, pour s'immiscer dans leurs douleurs privées comme si était un spectacle public? Il se rendit au studio d'Inès, le journal à la main, le cœur battant. « As-tu vu ça ?» demanda-t-il, sa voix plus acerbe qu'il ne l'avait prévu. Inès leva les yeux de ses plans, son expression d'abord neutre, mais quand elle vit le titre, une ombre de douleur traversa son visage. « Oui, je l'ai vu ce matin, » répondit-elle doucement. Gérard s'attendait à une réaction plus forte, un signe de colère ou de tristesse, mais Inès retourna simplement à son travail, comme si l'article ne l'affectait pas. Gérard resta là, se sentant impuissant, incertain de la manière de l'atteindre. « Ça ne te dérange pas ?» insista-t-il. Inès soupira et laissa tomber le crayon sur la table. « Que veux-tu que je fasse, Gérard ? Pleurer ? Crier ?» dit-elle, sa voix fatiguée. « Ce n'est pas la première fois que je suis jugée. Les gens ont toujours quelque chose à dire sur les décisions des autres. Mais c'est différent, Inès. Ils attaquent quelque chose de très personnel. Ce n'est pas juste. »« Et qu'est-ce qui est juste ?» rétorqua Inès, son ton maintenant plus acéré. « Penses-tu que le monde s'arrête parce que nous ressentons de la douleur ? Il y aura toujours des gens prêts à juger. Je ne peux pas changer cela. » Gérard la regarda, sentant un nœud dans sa gorge. Il savait qu'elle souffrait, mais il ne savait pas comment apaiser cette douleur. Il y avait une distance entre eux qu'il ne savait pas comment combler. Cette nuit-là, alors qu'Inès se couchait tôt, Gérard resta dans le bureau. Il fixa l'écran de l'ordinateur. Les mots qu'il avait écrits avant le résultat négatif semblaient maintenant vides, dépourvus de sens. Il essaya d'écrire, mais tout ce qui sortit
était un écho de sa propre frustration. « La vie, commença-t-il à écrire, ne suit pas toujours le chemin que nous attendons. Parfois, elle nous entraîne dans des directions que nous n'avions jamais imaginées, défiant nos espoirs et nos rêves les plus profonds. » Il marqua une pause, sentant que même ses mots étaient insuffisants pour capturer ce qu'il ressentait. Il y avait une douleur qu'il ne pouvait pas mettre sur papier, une perte qui allait plus profondément que tout ce qu'il avait jamais vécu auparavant. Les jours passèrent, et la tension entre eux ne faisait qu'augmenter. Inès semblait plus distante, plus absorbée dans son propre monde. Gérard essayait de rester optimiste, cherchant du réconfort dans l'écriture, mais il sentait que chaque tentative de se reconnecter avec Inès rencontrait un mur impénétrable. Un après-midi, alors qu'Inès examinait des plans, elle reçut un appel de son amie, Thérèse. Thérèse avait lu l'article du journal et s'inquiétait pour elle. « Ça, comment vas-tu, Inès ?» demanda Thérèse prudemment. Inès soupira, fatiguée de la même question encore et encore. « Je vais bien, Thérèse. Merci de demander. Je sais que cela doit être difficile. Je voulais juste voir si tu avais besoin de parler ou juste de te distraire. » Inès appréciait le geste, mais elle n'avait pas envie d'en parler. Pas encore. La pression des tabloïds, le regard scrutateur de la société qui la voyait comme trop vieille pour être mère, les épuisait. « Merci, Thérèse, mais je vais bien. J'ai juste besoin de temps. » Thérèse acquiesça de l'autre côté du fil, comprenant que son amie avait besoin d'espace. Cette nuit-là, Gérard tenta encore une fois de rejoindre Inès. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il doucement. Inès, qui était assise sur le lit à lire un livre qui semblait à peine capter son attention, le regarda avec fatigue. « De quoi ? De nous, de tout ça. J'ai l'impression que nous nous perdons, Inès. J'ai l'impression de te perdre. » Inès ferma le livre, laissant échapper un soupir lourd. « Gérard, je ne veux plus parler de ça. Je ne veux pas continuer à discuter de ce que nous n'avons pas, de ce que nous ne pouvons pas changer. J'en ai marre de cette conversation. Mais nous devons en parler. Nous ne pouvons pas l'ignorer et espérer que cela s'améliore tout seul, » insista Gérard. Inès se leva, son expression se durcissant. « Que veux-tu que j'en fasse ?» demanda-t-elle, sa voix montant avec chaque mot. « J'essaie de faire face du mieux que je peux, si cela ne te suffit pas. » « Ce n'est pas que ce n'est pas suffisant, Inès. C'est juste que je veux savoir que nous sommes toujours ensemble. Je veux savoir que tu veux toujours que je sois ici, avec toi. » Inès le regarda, ses yeux remplis d'un mélange de douleur et de frustration. « Gérard, je suis tellement épuisé. Je ne sais pas quoi te dire de plus. » Gérard tomba silencieux, sentant que chaque mot qu'il prononçait ne faisait qu'aggraver les choses. Finalement, il se tourna et quitta la pièce, fermant doucement la porte derrière lui. Il s'assit sur le sofa du salon, ressentant une profonde tristesse. Quand avait-il commencé à s'éloigner autant? Quand avait-il commencé à sentir que la personne avec qui il partageait sa vie était si loin? Inès, pour sa part, s'effondra sur le lit, fixant le plafond. Elle savait qu'elle était injuste envers Gérard, mais elle se sentait piégée. La pression de la société, le sentiment que le temps pressait, le désir insatiable de devenir mère, tout cela la consumait. Et Gérard, avec son optimisme constant, la faisait parfois se sentir plus seule que jamais. Les jours passèrent dans la même routine épuisante. Inès s'immergeait dans son travail tandis que Gérard se perdait dans son écriture. Leur conversation avait été réduite à l'essentiel. « Que veux-tu pour le dîner? As-tu besoin de quelque chose au magasin ?» Ils étaient comme deux étrangers partageant la même maison, mais pas la même vie. Un matin, alors qu'Inès sirotait tranquillement son café, Gérard déposa une enveloppe sur la table devant elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, sans le regarder. « C'est une invitation à une conférence sur l'adoption. Je pensais que nous pourrions y aller ensemble, juste pour explorer la possibilité. » Inès ressentit une douleur dans la poitrine. Elle voulait crier, lui dire qu'elle n'avait pas besoin de plus d'options, que tout ce qu'elle voulait était ce qui semblait impossible. Mais au lieu de cela, elle prit l'enveloppe et la regarda silencieusement. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement, sans émotion. Gérard hocha la tête, prenant sa tasse de café et se dirigeant vers le bureau, le cœur lourd. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il n'avait jamais imaginé qu'il serait si difficile de retrouver son chemin vers Inès. Cette nuit-là,
Alors qu'Inès se préparait à se coucher, elle jeta un coup d'œil à l'enveloppe sur sa table de nuit. Ses doigts jouaient avec le bord et finalement, elle l'ouvrit. Elle lut les mots, les options qu'elle offrait et ressentit un nœud dans la gorge. Pouvait-elle vraiment mettre de côté son rêve de devenir mère biologique? Pourrait-elle accepter une vie sans enfant? La pression était suffocante, non seulement du monde extérieur mais aussi de l'intérieur. Elle regarda Gérard, qui dormait avec un froncement de sourcils, comme si même dans ses rêves, il ne pouvait échapper à la tension qui les entourait. Inès savait qu'elle l'aimait, mais elle savait aussi qu'elle était au bord d'une décision qui pourrait tout changer pour toujours. Pourrait-elle trouver un moyen d'accepter ce qui ne pouvait être? Ou continuerait-elle à poursuivre un rêve qui pourrait détruire ce qu'il leur restait de précieux? Gérard était assis à la table à manger, son ordinateur portable ouvert devant lui, révisant une série d'emails qui étaient arrivés ce matin-là. Une notification de son éditeur apparut en haut de l'écran et en ouvrant le message, un mélange de surprise et d'excitation le traversa. Il avait été invité à une tournée de livres à travers plusieurs pays européens pour promouvoir son nouveau livre. En attendant des miracles. Le livre, une réflexion intime sur l'attente, le désir de devenir père et la douleur des attentes non satisfaites, avait commencé à toucher les lecteurs. C'était l'opportunité parfaite pour se distraire, pour échapper à l'atmosphère suffocante de son foyer. « Inès, pouvons-nous parler ?» appela-t-il depuis la salle à manger. Inès apparut dans l'embrasure de la porte, son expression lointaine, comme cela avait été ces dernières semaines. Gérard savait qu'elle combattait ses propres démons, mais il avait besoin qu'elle écoute. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, son ton neutre, ne révélant ni intérêt ni mépris. « J'ai reçu une invitation pour une tournée de livres, » dit Gérard, gardant un ton léger. « Ce serait une occasion de voyager, de nous éloigner de tout cela pendant un moment. » Inès le fixa, ses yeux sombres remplis d'une émotion qu'il ne pouvait pas pleinement lire. « S'éloigner de tout cela ?» répéta-t-elle, sa voix montant légèrement. « Tu parles de notre vie, Gérard? De notre réalité? Parce que ça ressemble à ce que tu veux fuir, pas à ce que tu veux affronter. » Gérard sentit l'impact de ces mots comme un coup au ventre. Il se leva, essayant de rester calme. « Je n'essaie pas de fuir, Inès. Je pense juste qu'il serait bénéfique pour nous d'avoir un peu d'espace, un peu de temps pour réfléchir, pour respirer. »« Du temps pour réfléchir ?» répondit Inès avec un rire amer. « Tu tiens à peine le coup toi-même. Il semble que tout ce que tu fais ces derniers temps, c'est penser. Et qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de ce dont j'ai besoin? » « Bien sûr que je me soucie de ce dont tu as besoin, » dit Gérard, essayant de se rapprocher d'elle. « Mais j'ai besoin de cette opportunité. Peut-être que cela nous aidera à voir les choses plus clairement. » Inès recula, ses yeux remplis de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Voir les choses plus clairement, » répéta-t-elle d'une voix basse. « Pour moi, c'est aussi clair que le jour. Tu m'abandonnes, Gérard. Au moment où j'ai le plus besoin de toi, tu pars. » Gérard essaya de s'approcher, mais Inès recula. « Je ne veux pas me battre, Inès. Je veux juste que nous considérions toutes les options. Tu as déjà pris ta décision, répondit-elle froidement, et maintenant je dois prendre la mienne. » Sur ce, elle se tourna et quitta la pièce, laissant Gérard seul avec ses pensées et l'amertume du moment. Il se rasseyait, le poids de la situation, elle, écrasant. Il savait que les choses n'allaient pas bien, mais il espérait que cette tournée pourrait leur donner le temps et la distance nécessaires pour guérir. Maintenant, il n'en était pas si sûr. Une semaine plus tard, Gérard fit ses valises en silence. Inès avait à peine parlé depuis cette conversation. La distance entre eux s'était transformée en un gouffre insurmontable, et chaque jour qui passait, Gérard avait l'impression de perdre un peu plus la femme qu'il aimait. La voiture de l'éditeur arriva pour le prendre, et Gérard s'approcha d'Inès une dernière fois. « Inès, je pars » dit-il, espérant un au revoir, un signe qu'elle se souciait encore de lui. « Passe un bon voyage » répondit-elle, sans lever les yeux de son livre. Gérard resta immobile un moment, puis soupira et sortit par la porte, sentant qu'il quittait non seulement son foyer, mais une partie fondamentale de sa vie. Alors que la voiture s'éloignait, Inès claqua le livre, le bruit résonnant dans la pièce silencieuse. Les larmes qu'elle avait retenues coulèrent librement maintenant. Elle se sentait seule, trahie par l'homme qui avait juré d'être avec elle, dans le meilleur comme dans le pire. La réalité de sa solitude la frappait de plein fouet, la laissant sans voix.
Déterminée à ne pas succomber au désespoir, Inès se souvint de Jeanne, une guide spirituelle qui l'avait aidée dans des moments difficiles par le passé. Sans réfléchir à deux fois, elle chercha le numéro dans ses contacts et composa. La voix calme de Jeanne à l'autre bout du fil lui apporta immédiatement un sentiment de soulagement. « Inès, ma chère, quelle surprise de t'entendre !» dit Jeanne avec son accent mélodieux, un mélange de calme et de certitude. « J'ai besoin de te voir, Jeanne. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens perdue, admit Inès, sa voix se brisant. « Bien sûr, viens quand tu veux. Ma porte est toujours ouverte pour toi, » répondit Jeanne chaleureusement. Plus tard dans la journée, Inès arriva dans le petit appartement de Jeanne, situé dans une rue tranquille, loin du tumulte de la ville. L'espace était rempli d'une énergie chaleureuse et accueillante, avec des bougies allumées et un doux parfum d'encens flottant dans l'air. Jeanne, une femme dans la cinquantaine aux yeux perçants et aux longs cheveux noirs parsemés de gris, l'accueillit avec un câlin. « Viens, assieds-toi, » dit Jeanne, guidant Inès vers une chaise rembourrée près d'une table basse couverte d'un tissu coloré. « Dis-moi ce qui te trouble. » Inès commença à parler, hésitante au début, mais bientôt les mots jaillirent comme une avalanche. Elle raconta à Jeanne l'issue négative de son traitement, la fracture grandissante dans son mariage, et comment Gérard avait décidé de partir en tournée juste au moment où elle avait le plus besoin de lui. Jeanne écouta en silence, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Inès, comme si elle pouvait voir au-delà des mots, au-delà de la surface. « J'ai l'impression d'avoir échoué, » dit finalement Inès, sa voix remplie de désespoir. « J'ai échoué en tant qu'épouse, j'ai échoué en tant que mère, et maintenant je perds Gérard. » Jeanne se pencha en avant, prenant les mains d'Inès dans les siennes. « Ma chère, le destin a des façons mystérieuses de nous montrer le chemin. Nous ne pouvons pas toujours le comprendre, mais il y a toujours une raison. Te souviens-tu de ce que la voyante t'a dit il y a toutes ces années ?» Inès hocha la tête, sentant une boule dans sa gorge. « Oui, elle a dit que j'aurais un enfant dans mon 3e mariage. Mais maintenant, cela ressemble plus à une cruauté qu'à une promesse. » « Ne pense pas à cela comme une cruauté, » dit Jeanne doucement. « Pense à cela comme une possibilité. La vie ne suit pas toujours nos plans, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de plan. Parfois, nous devons apprendre à faire confiance, à croire au miracle. » « Mais comment puis-je faire confiance à un destin qui m'a tant fait défaut ?» demanda Inès, les larmes aux yeux. Jeanne sourit, un sourire doux et mystérieux. « Le destin ne t'a pas fait défaut, Inès. Il n'a simplement pas fini de se révéler. Tu dois continuer à croire, à espérer. Parfois, le miracle n'est pas ce à quoi tu t'attends, mais ce dont tu as besoin. » Inès tomba silencieuse, réfléchissant aux mots de Jeanne. Il y avait quelque chose de réconfortant dans l'idée que sa vie n'était pas complètement hors de contrôle, que peut-être, juste peut-être, il y avait une raison derrière toute cette douleur. « Merci, Jeanne, » dit-elle enfin. « Je ne sais pas si je suis prête à accepter tout cela, mais tes mots m'ont donné matière à réflexion. »« Il y a toujours du temps pour le miracle, Inès, » répondit Jeanne, serrant doucement les mains d'Inès. « Aie confiance en toi, en ton parcours. Et souviens-toi, parfois le véritable miracle est la façon dont nous nous trouvons au milieu du chaos. » Cette nuit-là, sur le chemin du retour, Inès se sentit un peu plus légère. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, que la fracture dans son mariage était toujours une plaie ouverte. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une étincelle d'espoir. Peut-être qu'il y avait quelque chose au-delà de la douleur, quelque chose qu'elle ne pouvait toujours pas voir. Dans le silence de la maison vide, Inès s'assit sur son lit, regardant une fois de plus la photo jaunie qu'elle gardait depuis son enfance. Elle toucha le bord de l'image et, pour la première fois depuis des semaines, sourit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tout contrôler, mais elle pouvait encore croire en quelque chose. Et peut-être, juste peut-être, cela suffirait pour commencer à guérir. Inès se réveilla un matin se sentant étrange, comme si quelque chose en elle avait changé. Le monde qui l'entourait semblait plus lumineux, mais en même temps, un brouillard de confusion obscurcissait son esprit. Elle se leva du lit, se sentant un peu étourdie, une légère nausée tourbillonnant dans son estomac. Elle n'y pensa pas beaucoup au début, l'attribuant au stress qu'elle avait ressenti récemment. Mais au fil des jours, les symptômes s'intensifièrent, fatigue inhabituelle, nausée accrue et une étrange sensibilité aux odeurs qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant.
Un après-midi, alors qu'elle déjeunait avec sa plus proche amie, Thérèse, dans un petit café du centre de Barcelone, Inès se sentit à nouveau étourdie. L'inquiétude sur le visage de Thérèse était évidente. « Inès, ce n'est pas normal, » dit Thérèse, fronçant les sourcils. « Tu es comme ça depuis des jours. Tu dois voir un médecin. » Inès secoua la tête, essayant de minimiser la situation. « Thérèse, c'est probablement juste du stress. Il n'y a rien d'inquiétant. Du stress ou non, c'est quelque chose que tu ne devrais pas ignorer. Écoute, pourquoi ne fais-tu pas un test de grossesse ?» suggéra Thérèse, son ton ferme. Inès laissa échapper un rire amer. « Un test de grossesse ?» « Thérèse, nous avons essayé pendant des mois et ça n'a pas marché. Il n'y a pas moyen que… » Thérèse l'interrompit, se penchant avec un geste sérieux. « Fais-le, Inès, pour moi. Si ce n'est rien, au moins tu sauras. Mais ne fais pas semblant d'être forte. » Inès soupira, regardant son amie. Elle savait que Thérèse avait raison. Il y avait quelque chose dans ses symptômes qui l'inquiétait, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. « D'accord, je vais le faire. » concéda-t-elle enfin. Mais ne t'attends pas à des miracles. Après avoir dit au revoir à Thérèse, Inès se dirigea vers la pharmacie la plus proche, se sentant un peu ridicule d'acheter un test de grossesse après tout ce qui s'était passé. Mais la curiosité, mêlée à une pincée d'espoir, la poussa à le faire. Quand elle rentra chez elle, elle se dirigea tout droit vers la salle de bain et, les mains tremblantes, ouvrit la boîte du test. Elle attendit, fixant la bande blanche, son cœur battant à chaque seconde qui passait. Quand elle vit enfin les 2 lignes apparaître, claires et vives, elle eut l'impression que le monde entier s'était arrêté. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Elle regarda le test encore et encore, s'assurant qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Mais ce n'était pas le cas. Elle était enceinte. Contre toute attente, après tous les échecs, son corps avait réalisé l'impossible. Inès tomba sur le bord de la baignoire, des larmes coulant sur son visage. C'étaient des larmes d'incrédulité, de joie et de peur à la fois. Le cœur battant, Inès composa le numéro de Gérard. Il était en pleine tournée de livres, dans une ville lointaine, mais elle avait besoin d'entendre sa voix. « Inès ?» répondit Gérard au 2e son, sa voix surprise de recevoir son appel. « Gérard, je suis enceinte », lâcha-t-elle, incapable de contenir son émotion. Il y eut un moment de silence au bout du fil, un silence lourd, rempli d'étonnement et de confusion. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda finalement Gérard, sa voix presque un chuchotement. « Je suis enceinte », répéta Inès, sa voix plus ferme cette fois mais chargée d'émotion. Elle pouvait entendre la respiration de Gérard à l'autre bout du téléphone, chaque profonde inhalation essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Je rentre à la maison immédiatement, » dit-il sans hésitation. « J'ai besoin d'être avec toi. Nous devons parler. » Inès raccrocha, se sentant envahie par un mélange de soulagement et d'anxiété. Le retour de Gérard signifiait faire face à une conversation qu'elle savait compliquée. Il avait toujours été plus prudent, plus conscient des risques, et maintenant, avec une grossesse inattendue, elle savait que ses peurs ne feraient qu'intensifier. 2 jours plus tard, Gérard rentra chez lui, son visage marqué par la fatigue du voyage et l'émotion des 48 dernières heures. Quand il la vit, il resta immobile un moment, comme pour s'assurer que tout était réel. « Inès » dit-il doucement, s'approchant d'elle et la serrant contre lui. « Je n'arrive pas à y croire. C'est un miracle. »« Ça l'est » murmura Inès contre sa poitrine, ressentant une vague de soulagement de l'avoir à nouveau près d'elle. Mais aussi vite que le soulagement arriva, il fut remplacé par un courant sous-jacent de tension. Gérard la regarda, son expression passant de la joie à l'inquiétude. « Mais, Inès, tu sais qu'il y a des risques. Tu as 60 ans. As-tu parlé au médecin? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Inès détourna le regard, son visage se durcissant. « Je sais qu'il y a des risques, Gérard, mais je sais aussi que c'est un miracle. Après tout ce que nous avons traversé, je ne peux pas abandonner ça. » Gérard soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne dis pas que tu devrais abandonner, je veux juste que nous considérions toutes les possibilités. Pense à ta santé, à celle du bébé. Je ne veux pas te perdre, Inès. » Inès ressentit une douleur dans la poitrine à ces mots.
Elle savait que son inquiétude était sincère, que sa peur n'était pas infondée, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas laisser cette opportunité lui échapper, cette dernière chance d'être mère. « Je ne vais pas laisser passer cette opportunité, Gérard, » dit-elle fermement. « Je sais, je le sens. C'est notre miracle, et je suis prête à me battre pour lui, peu importe les risques. » La conversation suspendue dans l'air, comme un nuage d'orage chargé d'attente. Gérard recula, clairement aux prises avec ses propres sentiments. Inès pouvait voir la peur dans ses yeux, le doute qui le tourmentait. Et bien qu'elle comprît son inquiétude, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir seule dans sa détermination. Cet après-midi-là, la nouvelle de la grossesse d'Inès fuit dans la presse. Les tabloïds s'emparèrent rapidement de l'histoire. Une architecte de 60 ans enceinte, miracle ou folie? Les gros titres étaient impitoyables, remettant en question sa santé mentale, son éthique, même sa santé. Des journalistes campaient devant sa maison, désireux d'obtenir une déclaration, une photo, quoi que ce soit qu'ils puissent utiliser pour alimenter le récit sensationnel. Gérard ferma les rideaux, frustré par l'invasion de leur vie privée. « C'est la dernière chose dont nous avons besoin, » dit-il, son ton rempli de frustration. « Nous n'avons pas besoin de ces vautours qui nous tournent autour en ce moment. » Inès était assise dans le salon, fixant les rideaux fermés. Pendant un moment, elle se sentit submergée par le poids de tout cela. Le miracle de la grossesse, la tension avec Gérard, la pression extérieure des médias, était trop. « Nous ne pouvons pas contrôler ce qu'ils disent, Gérard, » répondit-elle calmement. « Nous ne pouvons que décider comment nous allons réagir. » Gérard s'approcha d'elle, son visage adouci par une touche de compassion. « Comment te sens-tu vraiment, Inès? Je veux savoir, je veux comprendre. » Inès le regarda, son cœur serré par un mélange d'amour et de désespoir. « Je sens que ce bébé est ma dernière chance, Gérard, ma dernière chance d'être mère. Je ne sais pas si tu comprends, mais je ne peux pas laisser passer ça. » Gérard s'assit à côté d'elle, prenant sa main. « Je veux te soutenir, Inès. Je le veux vraiment. Mais j'ai aussi peur. Peur que quelque chose se passe mal, que quelque chose arrive à toi ou au bébé. Je ne sais pas comment je vivrais si quelque chose t'arrivait. » Les mots de Gérard résonnèrent dans le silence de la maison. Ils savaient tous les deux qu'ils étaient à un carrefour crucial. Ils devaient trouver un moyen de réconcilier leurs peurs et leurs espoirs, ou faire face à la possibilité que ce miracle puisse les déchirer encore plus. Inès serra la main de Gérard, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas te promettre que tout ira bien, » dit-elle doucement, « mais je peux te promettre que je lutterai de toutes mes forces pour que ça aille bien. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne veux pas le faire seul. » Gérard la regarda, et dans ses yeux se mêlaient résignation et acceptation. « Alors nous le ferons ensemble, » dit-il enfin avec un soupir. « Je ne peux pas promettre que je ne serai pas effrayé, mais je serai à tes côtés, peu importe ce qui se passe. » Inès hocha la tête, ressentant une vague de soulagement. Elle savait que le chemin à venir serait long et difficile, mais au moins pour l'instant, elle ne serait pas seule. Ils avaient un miracle en route, et bien que les défis soient nombreux, l'espoir avait trouvé un petit coin pour fleurir au milieu de la tempête. Inès se sentait de plus en plus faible avec chaque jour qui passait. Les premiers mois de grossesse avaient été remplis de bonheur prudent, un mélange de peur et d'espoir qui colorait ses journées. Mais alors que son corps commençait à changer, les symptômes aussi. La nausée persistante fut remplacée par une fatigue écrasante, une sensation lourde qui rendait difficile la gestion des tâches quotidiennes. Gérard, toujours à ses côtés, remarquait chaque petit changement, chaque petit symptôme qui semblait s'aggraver avec le temps. Un après-midi, après une visite de routine chez le médecin, le docteur Bernard demanda à leur parler dans son bureau. Inès remarqua la tension dans la voix de la médecin et son cœur commença à s'accélérer dans sa poitrine. « Inès, Gérard, » commença le docteur Bernard, son ton sérieux. « Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Les récents tests d'Inès montrent des signes de prééclampsie. C'est une condition sérieuse qui peut mettre en danger la vie de la mère et celle du bébé. » Inès se sentit comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Préclampsie. Elle en avait lu. Elle savait ce que cela signifiait. Sa respiration devint superficielle et Gérard lui serra la main, ses doigts tendus autour des siens. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Gérard, sa voix remplie d'un mélange de désespoir et d'urgence. Le docteur Bernard soupira,
les regardant tous les deux avec une expression préoccupée. Pour l'instant, notre priorité est de surveiller de près la pression artérielle d'Inès et de gérer les symptômes du mieux que nous le pouvons. Mais, si la condition s'aggrave, nous devrons envisager la possibilité d'interrompre la grossesse pour sauver la vie d'Inès. Inès se sentit comme si on l'avait frappée dans l'estomac. Interrompre la grossesse. Ces mots résonnaient dans son esprit, se répétant encore et encore. Ce n'était pas possible. Ce bébé était son miracle, sa dernière chance d'être mère. Elle ne pouvait pas abandonner ça. « Non », dit-elle fermement, sa voix tremblant légèrement. « Je ne vais pas interrompre la grossesse. Ce bébé est tout pour moi. Je ne peux pas juste, je ne peux pas. » Gérard se tourna vers elle, son visage rempli d'angoisse. « Inès, s'il te plaît, écoute ce que dit le médecin. Ce n'est pas seulement une question de bébé, c'est aussi une question de toi. Je ne peux pas te perdre. » « Je ne dis pas que nous devrions prendre une décision tout de suite, » intervint le docteur Bernard. « Mais je veux que vous compreniez les risques. La prééclampsie peut progresser rapidement, et si cela arrive, nous devrons agir rapidement. » Inès hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur Gérard. « Je ne peux pas faire ça, Gérard. Je ne peux pas perdre ce bébé. » Le docteur Bernard leur laissa un moment pour assimiler l'information avant de continuer à expliquer le plan de surveillance et les médicaments qui pourraient aider à gérer les symptômes de la prééclampsie à court terme. Gérard écoutait attentivement, son esprit tourbillonnant d'un mélange de peur et de préoccupation. Il savait que chaque jour était un test, chaque semaine qui passait sans complications graves était un petit miracle. Mais il savait aussi que le temps N n'était pas de leur côté. Cette nuit-là à la maison, l'atmosphère était tendue, chargée d'un mélange d'émotion et de peur. Inès était assise sur le canapé, une main reposant sur son ventre arrondi, ressentant les doux mouvements du bébé à l'intérieur d'elle. Gérard faisait les 100 pas dans la pièce, son anxiété palpable à chaque pas. « Inès, nous devons parler de ça, » dit-il enfin, s'arrêtant devant elle. « Nous ne pouvons pas ignorer ce que le médecin a dit. La prééclampsie est dangereuse, pas seulement pour le bébé, mais pour toi aussi. » Inès le regarda, son visage rempli d'une calme résolution que Gérard n'avait pas vue depuis longtemps. « Gérard, je comprends tes peurs. Je les comprends vraiment. Mais je ne peux pas simplement abandonner. Ce bébé est une promesse de vie pour moi. Après tout ce que nous avons traversé, je ne peux pas le laisser partir. » « Mais Inès... » Gérard s'agenouilla devant elle, ses yeux remplis de larmes. « Et si quelque chose t'arrivait? Je ne sais pas comment je pourrais vivre sans toi. Je ne veux pas te perdre. » Inès caressa doucement sa joue, essayant de calmer la peur qu'elle voyait dans ses yeux. « Gérard, je sais que tu as peur, mais ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est à propos de nous, de ce bébé. J'ai attendu toute ma vie pour ça. Je ne peux pas abandonner maintenant, pas quand je suis si proche. » Gérard détourna le regard, sentant le désespoir et l'impuissance grandir en lui. Il se leva du lit, incapable de contenir sa colère. « Et moi, Inès !» cria-t-il, la douleur et le désespoir brisant enfin son self-control. « Que se passerait-il si je te perdais? As-tu pensé à ce que cela me ferait ?» Inès le regarda, ses yeux remplis de larmes mais inébranlables. « J'y ai pensé, Gérard, j'y pense tous les jours. Mais c'est plus grand que toi et moi. C'est notre seule chance d'avoir une famille, de réaliser ce rêve que nous avons partagé. » Gérard sentit son cœur se briser un peu plus à chaque mot. Il voulait la comprendre, il voulait la soutenir, mais la peur le consumait. Il se retourna et quitta la pièce, claquant la porte derrière lui. Il se dirigea vers le salon, où il s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Il ne savait pas quoi faire. Il se sentait tiraillé dans deux directions opposées, déchiré entre son amour pour Inès et sa peur de la perdre. Cette nuit-là, tandis qu'Inès dormait seule dans la chambre d'hôpital, Gérard resta dans le salon, fixant le plafond, ressentant le poids de la décision qui pesait sur lui. Le lendemain, Inès avait un rendez-vous d'urgence avec le docteur Bernard. Sa pression artérielle avait dangereusement augmenté, et le médecin expliqua qu'il devait prendre une décision rapidement. La prééclampsie s'aggravait, et le risque de crise ou de complications fatales était élevé. Si nous continuons avec la grossesse, il y a un réel risque que quelque chose tourne mal, dit le médecin, sa voix chargée de préoccupation. Je ne veux pas vous alarmer, mais je veux que vous compreniez les risques. Gérard regarda Inès,
espérant qu'elle dirait quelque chose, qu'elle montrerait un signe qu'elle envisageait ses paroles. Mais Inès resta silencieuse, son visage un masque de détermination. « Nous allons continuer, » dit-elle finalement, avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la discussion. « Peu importe le coup, ce bébé naîtra. » Gérard ressentit un nœud dans son estomac, son esprit rempli de pensées chaotiques et déroutantes. Il savait que le temps était compté, et bientôt il devrait faire face à la décision la plus difficile de sa vie. Cette nuit-là, à la maison, le silence était plus dense que jamais. Inès restait dans le salon, regardant la télévision sans prêter attention, tandis que Gérard était sur le balcon, son esprit perdu dans un labyrinthe de peur et d'espoir. Il savait qu'il n'y avait pas de réponse facile, aucune solution qui ne laisserait des cicatrices. Enfin, il se leva et retourna à l'intérieur, s'approchant d'Inès avec un mélange de résolution et de douleur. « Si c'est le chemin que tu veux prendre, je serai à tes côtés, » dit-il doucement. « Je ne sais pas comment nous allons faire, mais nous le ferons ensemble. Juste, promets-moi que s'il vient un moment où nous devons choisir, tu choisiras de vivre. » Inès le regarda, ses yeux remplis de larmes. « Je ne peux pas te promettre ça, Gérard, mais je peux te promettre que je me battrai de toutes mes forces, pour toi, pour moi et pour ce bébé. » Gérard l'enlaça fortement, sentant ses larmes enfin couler. Il savait qu'il n'y avait pas de réponse facile, mais à ce moment-là, la seule chose qui comptait était l'amour qui les liait, l'amour qui les avait amenés à ce point, et l'amour qui, espérait-il, les aiderait à surmonter tout ce qui viendrait ensuite. Inès était allongée dans le lit d'hôpital, ses yeux fatigués se fermant un instant alors que les machines autour d'elle émettaient un doux bip, marquant le rythme de sa santé fragile. Elle avait été admise pour une surveillance constante après que sa pression artérielle ait continué à augmenter. Gérard était à ses côtés, sa main entrelacée avec la sienne, mais ils savaient tous les deux que les mots ne pouvaient pas alléger la peur qui les entourait. La porte de la chambre s'ouvrit lentement, et une silhouette élancée et âgée apparut dans l'embrasure de la porte. Valentine, la mère d'Inès, s'approcha du lit avec des pas lents mais déterminés. Ses cheveux blancs étaient soigneusement attachés en chignon, et ses yeux, malgré les années, brillaient encore d'une intensité inflexible. Valentine avait toujours été une présence redoutable dans la vie d'Inès, une femme qui avait combattu ses propres batailles et avait émergé endurcie, sceptique face aux rêves impossibles. « Maman », dit Inès doucement, surprise de voir sa mère ici. Valentine s'approcha, ses yeux scrutant le visage pâle de sa fille. Elle n'avait pas vu Inès si vulnérable depuis de nombreuses années. Doucement, elle s'assit sur la chaise à côté du lit, son regard ne quittant jamais Inès. « J'ai entendu ce qui se passe, » dit Valentine, sa voix profonde, mais avec une douceur qui était rare pour elle. « Je voulais venir te voir. » Gérard se leva pour leur donner un peu d'intimité, lançant un regard de soutien à Inès avant de quitter la pièce. Inès prit une profonde respiration, ressentant un mélange de soulagement et de tension à l'arrivée de sa mère. Sa relation avec Valentine avait toujours été compliquée. Valentine était une femme de peu de mots, une femme qui avait vécu plus que quiconque ne pourrait l'imaginer, et avait appris à durcir son cœur contre la douleur et la déception. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, maman, » dit Inès, sa voix à peine un murmure. Valentine la regarda, ses lèvres se courbant en un sourire fatigué. « Peut-être que j'aurais dû venir plus tôt, » répondit-elle. « Mais tu sais comment je suis, têtue comme une mule. » Inès réussit à esquisser un petit sourire à ce commentaire. C'était vrai. Sa mère avait toujours été obstinée, déterminée à suivre son propre chemin, même lorsque ce chemin, elle, éloignait des autres. « J'ai beaucoup réfléchi, Inès, » continua Valentine, « à propos de ma vie, des décisions que j'ai prises et de celles que je n'ai pas prises. » Inès sentit ces mots résonner profondément en elle. Valentine parlait rarement de son passé, des rêves qu'elle avait mis de côté pour élever ses enfants. Elle avait été une danseuse prometteuse, avec un avenir brillant devant elle, mais la vie avait d'autres plans pour elle. « Je me suis toujours demandé pourquoi tu étais si contre mes décisions, » dit Inès, sa voix maintenant plus forte. « Je n'ai jamais compris pourquoi tu ne pouvais pas me soutenir, pourquoi tu avais toujours l'air si déçue. » Valentine soupira, son regard devenant lointain, comme si elle voyait un passé lointain. Ce haine n'était pas de la déception, Inès. Était de la peur,
La peur que tu doives aussi tout abandonner. La peur que tu suives le même chemin que moi et que tu finisses comme moi, rempli de ressentiments et de regrets. Inès tomba silencieuse, surprise par l'honnêteté de sa mère. « J'ai abandonné mes rêves pour toi et tes frères et sœurs », continua Valentine. « J'y étais jeune, j'avais peur, et j'ai fait un choix. Je n'ai jamais regretté d'être mère, mais je me suis toujours demandé comment ma vie aurait été si j'avais eu la chance de poursuivre mes rêves. Je ne voulais pas que tu vives avec ce genre de questions. » Inès ressentit une douleur dans son cœur en entendant les mots de sa mère. Elle n'avait jamais considéré que le scepticisme de Valentine venait d'un endroit de douleur et de peur. « Maman, je n'ai jamais pensé cela, » commença-t-elle, mais Valentine l'interrompit doucement. « Je sais, Inès, je n'ai jamais été douée pour exprimer ce que je ressentais. Mais je veux que tu saches que, malgré tout, j'ai toujours voulu le meilleur pour toi. J'ai toujours voulu que tu sois heureuse, que tu aies tout ce que je n'ai pas pu avoir. » Des larmes commencèrent à remplir les yeux d'Inès, et elle ne les retint pas. D'une certaine manière, la compréhension des mots de sa mère, la vérité derrière ses propres peurs et réserves, fit quelque chose à l'intérieur d'elle adoucir. « Je n'ai jamais compris pourquoi il semblait toujours que tu étais contre moi, » avoua Inès, sa voix tremblante. « Mais maintenant je vois que tu essayais juste de me protéger. Même si je ne l'ai pas toujours ressenti ainsi. » Valentine tendit la main et prit celle d'Inès, la serrant doucement. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes seule, Inès, mais ma propre solitude a rendu difficile de voir au-delà de mes propres peurs. Et maintenant, te voilà, faisant face à quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Et je réalise que j'ai été injuste envers toi. Je t'ai jugé pour avoir voulu quelque chose que je n'ai jamais osé désirer. Et ce n'est pas juste. » Inès regarda sa mère, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit comprise, non jugée, non critiquée. Valentine avait toujours été là, une ombre sur sa vie. Mais maintenant, elle voyait sa mère sous un autre jour, comme une femme qui avait vécu ses propres luttes, qui avait fait des sacrifices qu'elle n'avait jamais complètement compris auparavant. « J'ai peur, maman, » admit Inès, sa voix se brisant. « J'ai peur de ce qui pourrait arriver, peur de perdre ce bébé, peur de me perdre dans le processus. » Valentine se pencha en avant, ses yeux remplis d'une douceur qu'Inès voyait rarement. « Je sais, chérie, et c'est ce que signifie être mère. Être effrayée, être pleine de doutes, mais continuer quand même. Se battre pour ce que tu aimes, c'est le choix le plus difficile, mais aussi le plus puissant que tu puisses faire. » Inès sentit quelque chose à l'intérieur d'elle se briser et en même temps guérir. Elle avait passé si longtemps à essayer d'être forte, à prouver à tout le monde, y compris à elle-même, qu'elle pouvait tout gérer, qu'elle avait oublié ce que signifiait être vulnérable, être humaine. « Merci d'être là, maman, » dit-elle enfin, sa voix à peine un murmure. Valentine sourit et caressa doucement les cheveux d'Inès. « Je serai toujours là, ma fille, toujours, et je veux que tu saches que je suis fière de toi, pour te battre pour ce que tu veux, pour ne pas abandonner, même quand cela semble impossible. » Inès s'accrocha à la main de sa mère, ressentant un réconfort inattendu dans son toucher. Elles avaient parcouru un long chemin pour atteindre ce point, mais pour la première fois, elle se sentait vraiment connectée à Valentine, non seulement en tant que fille, mais en tant que femme qui comprenait les sacrifices et les décisions difficiles que sa mère avait dû prendre. Au fil des semaines, Valentine devint une présence constante dans la vie d'Inès. Elle passait des heures à ses côtés à l'hôpital, partageant des histoires du passé qu'elle n'avait jamais racontées auparavant. Elle parla de sa jeunesse, de sa passion pour la danse, des rêves qu'elle avait mis de côté pour élever ses enfants, et des fois où elle avait douté de ses propres décisions. Parfois, les rêves que nous laissons derrière ne sont pas une perte, dit Valentine un jour. Ce sont simplement des chemins que nous n'avons pas pris, mais ils nous enseignent qui nous sommes vraiment. Inès écoutait, absorbant chaque mot, chaque histoire. Elle comprit qu'être mère ne consistait pas seulement à avoir un enfant, mais à apprendre à lâcher prise, à faire des sacrifices et à trouver un moyen de concilier rêve et réalité. Elle apprit qu'il y avait de la force dans l'acceptation de ce qu'elle ne pouvait pas contrôler, dans la compréhension que sa valeur ne dépendait pas d'un seul rêve, mais de toutes les façons dont elle aimait et vivait.
Et au milieu de ces révélations, le lien entre Inès et Valentine se renforça, guérissant de vieilles blessures et créant de nouvelles connexions basées sur la compréhension et l'amour. Inès commença à voir sa mère non pas seulement comme la figure imposante de son enfance, mais comme une femme qui avait parcouru un chemin difficile avec ses propres victoires et défaites, et qui, malgré tout, avait trouvé un moyen d'avancer. Un de ses derniers jours à l'hôpital, Inès se tourna vers Valentine, sa voix douce mais remplie d'une nouvelle compréhension. « Merci, maman, de partager tes histoires avec moi. Tu m'as donné quelque chose que je ne savais pas avoir besoin. » Elle avait appris, à travers sa relation avec sa mère, que être forte ne signifiait pas ne pas avoir peur, mais faire face à cette peur avec amour et la conviction que, peu importe ce qui se passait, elle faisait la bonne chose. L'hôpital était en pleine effervescence lorsqu'Inès arriva sur la civière, son corps tremblant avec les contractions prématurées qui avaient commencé des heures plus tôt à l'aube. La douleur était insupportable, vague après vague la laissant sans souffle, mais son esprit était fixé sur une seule pensée, son bébé. La peur l'enveloppait, mais elle s'accrochait au petit espoir que tout se passerait bien, que ce miracle qu'elle portait à l'intérieur ne lui serait pas enlevé sitôt. Gérard courut aux côtés de la civière, son visage pâle, la terreur clairement reflétée dans ses yeux. Il avait vécu avec la peur pendant les derniers mois, mais maintenant, en ce moment, il réalisait combien il voulait cet enfant, combien il avait envie que tout aille bien. Il prit la main d'Inès, la serrant fortement, essayant de transmettre toute la force qu'il pouvait. « Je suis là, Inès, dit-il, sa voix étouffée, essayant de rester calme. « Je suis là avec toi. » Inès le regarda, son visage tordu par la douleur, mais ses yeux remplis d'une détermination farouche. « Ne me laisse pas, Gérard, ne me laisse pas maintenant. » Gérard sentit une boule se former dans sa gorge, alors qu'il voyait les médecins et les infirmières entourer Inès, la préparant pour une césarienne d'urgence. La situation était critique. Il le savait, il le ressentait dans l'air. Le risque pour la vie d'Inès et celle du bébé était réel, palpable, et Gérard sentit la panique commencer à s'emparer de lui. « Monsieur Lavoie, nous avons besoin que vous attendiez à l'extérieur de la salle d'opération, » dit une infirmière doucement mais fermement, le tirant de ses pensées. Gérard hésita un instant, réticent à laisser Inès, mais finit par hocher la tête, sachant qu'il n'avait pas d'autre choix. Il relâcha doucement la main d'Inès, ses doigts tremblants. « Je t'aime, Inès, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, reste avec moi. Reste avec nous. » Inès hocha légèrement la tête, son visage tendu par la douleur, mais aussi illuminé par un léger sourire d'espoir. Gérard sortit de la salle d'opération, ses jambes tremblantes. Il s'appuya contre le mur du couloir, sentant tout son corps trembler de peur. Tout ce pourquoi ils avaient lutté, tout ce dont ils avaient rêvé était maintenant en jeu. Et il réalisa qu'à ce moment-là, la peur qu'il ressentait n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était qu'Inès et le bébé aillent bien. Il s'enfonça dans l'une des chaises du couloir, enfouissant son visage dans ses mains. Pour la première fois depuis longtemps, Gérard, un homme qui avait toujours cru au pouvoir des mots, se trouva sans eux. Il réalisa qu'il ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre et prier. Il n'était pas un homme religieux, mais à ce moment-là, il s'accrochait à la moindre étincelle de foi qu'il pouvait trouver en lui. La chirurgie dura une éternité. Chaque seconde semblait une éternité dans l'esprit de Gérard. Enfin, après ce qui semblait des heures sans fin, la porte de la salle d'opération s'ouvrit et le docteur Bernard sortit, son visage partiellement couvert par un masque, mais ses yeux révélant un mélange de préoccupation et de soulagement. « Gérard, » dit-elle doucement, s'approchant de lui, « le bébé est né. Il est prématuré mais semble aller bien. Nous allons l'emmener à l'unité de soins intensifs néonatales pour une surveillance étroite. » Gérard sentit une vague de soulagement l'envahir en entendant ces mots, mais l'expression sur le visage du docteur Bernard lui fit réaliser qu'il y avait encore plus à venir. « Et Inès ?» demanda-t-il, un nœud se formant dans sa gorge. La médecin soupira, ses yeux remplis de compassion. « Inès a eu des complications. Elle a perdu beaucoup de sang durant la chirurgie et nous travaillons à la stabiliser. Elle n'est pas encore hors de danger. » Gérard sentit le sol se dérober sous ses pieds.
Le soulagement qu'il avait ressenti un instant fut remplacé par une peur plus profonde et plus sombre. Il réalisa qu'il avait prié pour le miracle d'avoir leur enfant, mais maintenant, il avait besoin d'un autre miracle, qu'Inès survive. « Puis-je la voir » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Nous vous ferons savoir dès que vous pourrez entrer, » répondit la médecin. « Mais pour l'instant, nous avons besoin que vous attendiez un peu plus longtemps. » Gérard hocha la tête, bien que chaque fibre de son être ait voulu courir vers elle, être à ses côtés. Il s'appuya contre le mur, regardant par la fenêtre qui faisait face à la salle d'opération, son cœur battant férocement dans sa poitrine. Des heures plus tard, Gérard fut enfin conduit dans la chambre d'Inès. Il la trouva allongée dans son lit, reliée à plusieurs machines qui surveillaient ses signes vitaux. Son visage était pâle, sa respiration douce mais régulière. Gérard s'approcha lentement, prenant sa main doucement, sentant la fragilité de ses doigts entre les siens. « Je suis ici, mon amour, » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Je suis ici, et notre bébé va bien. Pierre va bien. » Inès ne répondit pas, mais ses yeux bougèrent légèrement sous ses paupières closes, comme si elle luttait pour se réveiller, pour revenir à lui. Gérard sentit les larmes lui monter aux yeux. Il n'avait jamais ressenti une telle peur dans sa vie. Il ne savait pas comment il affronterait le monde sans elle, sans sa force, sa lumière, son amour. Mais il savait aussi qu'il devait être fort pour elle, pour Pierre. Les jours suivants étaient un mélange d'espoir et de peur. Inès restait dans l'unité de soins intensifs, tandis que les médecins faisaient tout leur possible pour stabiliser son état. Gérard passait chaque moment libre entre l'unité de soins intensifs néonatale, où Pierre était surveillé, et la chambre d'Inès, attendant patiemment, priant silencieusement pour son rétablissement. Pierre, bien qu'il soit petit et fragile, semblait bien. Les médecins disaient qu'il était un combattant, qu'il avait une force inattendue pour un bébé prématuré. Gérard l'observait à travers l'incubateur, ressentant un mélange d'émerveillement et d'amour qu'il n'avait jamais connu. Cet être minuscule, si vulnérable et pourtant si fort, avait déjà changé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Un jour, alors qu'il était à côté de l'incubateur de Pierre, une infirmière s'approcha. « Monsieur Lavoie, Inès est réveillée, » dit-elle, souriant doucement. Gérard sentit son cœur s'emballer. Sans dire un mot, il suivit l'infirmière jusqu'à la chambre d'Inès. Lorsqu'il entra, il vit Inès, les yeux ouverts, regardant le plafond, ses yeux remplis de larmes. Il s'approcha rapidement, prenant sa main. « Inès, tu es réveillée, » dit-il, sa voix tremblant d'un mélange de soulagement et d'émotion. Inès le regarda, ses lèvres tremblant. « Le bébé ?» demanda-t-elle d'une voix faible, son inquiétude évidente dans ses yeux. Gérard sourit, se penchant pour lui embrasser doucement le front. « Pierre va bien, mon amour. Il est dans l'unité de soins intensifs néonatale, mais il va bien. Il est fort, comme sa mère. » Inès ferma les yeux un instant, laissant les larmes couler sur ses joues. Ils avaient traversé tant de choses, lutté contre tant d'adversités, et maintenant, enfin, ils avaient leur enfant. « Je veux le voir, » dit-elle d'une voix rauque. « Je veux voir notre fils. » Gérard hocha la tête, ressentant une vague de émotion écrasante. « Dès que tu pourras, je te le promets. » Les jours passèrent, et Inès commença à se rétablir lentement. Les médecins la surveillaient de près, s'assurant qu'il n'y avait pas d'autres complications. Malgré sa faiblesse, la détermination d'Inès était évidente. Chaque jour, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'améliorer, pour être plus forte afin de pouvoir tenir Pierre dans ses bras. Enfin, le jour arriva. Gérard poussa le fauteuil roulant d'Inès jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatale. Lorsqu'ils entrèrent, le doux bruit des machines et le léger bourdonnement de la vie dans l'unité les enveloppèrent. Inès regarda autour d'elle jusqu'à ce que ses yeux trouvent le petit incubateur où Pierre se trouvait. Gérard l'aida à se lever du fauteuil roulant et prudemment, ils s'approchèrent de l'incubateur. Là, enveloppés dans de petites couvertures, se trouvait leur fils. Ses petits yeux étaient fermés, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans un rythme régulier. Inès ressentit une vague d'amour indescriptible l'envahir. « Il est parfait, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. « C'est notre miracle. » Gérard sourit, les yeux également remplis de larmes en regardant leur fils, si petit et pourtant si fort.
Oui, il l'est, dit-il d'une voix tremblante. Et tu es le plus grand miracle de tous, Inès. Inès étendit une main tremblante, caressant doucement la joue de Pierre à travers le verre. Elle ressentit la connexion immédiate, le lien qu'elle avait tant rêvé d'avoir. Dans ce moment, toutes les luttes, toute la douleur, tous les doutes s'estompaient. Elle avait son fils, elle avait Gérard, et elle avait une nouvelle foi en la vie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Alors que Pierre respirait doucement dans l'incubateur, Inès et Gérard s'enlaçaient, sachant que était juste le début d'un nouveau chapitre, rempli de défis, mais aussi d'espoirs renouvelés. Ils avaient appris à accepter les caprices du destin, à trouver de la force dans les moments les plus sombres et à croire aux miracles, peu importe à quel point ils pouvaient sembler improbables. Et pour la première fois depuis longtemps, ils avaient l'impression que tout irait bien parce qu'ils avaient la chose la plus importante de toutes, l'amour indéfectible d'une famille. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux, remplissant la chambre d'une lumière douce et chaleureuse. Inès se réveilla au doux babillage de Pierre dans son berceau, qui était placé à côté de son lit. Elle regarda autour d'elle, ressentant une paix qui était nouvelle pour elle, un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. À 60 ans, elle avait pensé que ses jours de découverte étaient révolus, mais la maternité lui avait appris le contraire. Elle se pencha au-dessus du berceau et sourit aux yeux brillants de Pierre qui la regardait, son petit visage illuminé par un sourire de pure joie. Ses yeux, si pleins de vie et de curiosité, étaient un rappel constant du miracle qui était entré dans leur vie. Doucement, elle le souleva du berceau et le tint contre sa poitrine, ressentant sa chaleur, son petit cœur battant en synchronisation avec le sien. Gérard entra dans la pièce, son visage illuminé par un sourire calme. Il s'approcha d'Inès et l'enlaça, embrassant doucement la tête de Pierre. « Bonjour, mon amour, dit-il doucement, pour ne pas effrayer le bébé. « Comment ça va ?» Inès le regarda, les yeux remplis de joie tranquille. « Je vais bien, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. « Je suis plus que bien, je suis reconnaissante. » Gérard hocha la tête, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. Ils avaient traversé tant de choses pour arriver à ce point, combattant d'innombrables doutes et peurs, mais maintenant, avec Pierre dans leurs bras, tout semblait s'aligner d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Les semaines se transformèrent en mois, et la petite famille s'installa dans une nouvelle routine. Pierre grandit rapidement, son rire remplissant la maison d'une joie qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Gérard trouva une nouvelle profondeur dans son écriture, inspiré par son fils et le parcours inattendu qui avait transformé leur vie. Son dernier livre, Racines profondes, explorait la connexion entre le passé et le présent, entre les rêves et les réalités qui façonnaient leur vie. Mais c'était Inès qui trouva une nouvelle voie, une qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait. Alors qu'elle passait des nuits blanches à s'occuper de Pierre, elle commença à écrire sur son expérience, sur les hauts et les bas de la grossesse, les peurs et les espoirs, les luttes internes et les victoires inattendues. Elle découvrit qu'elle avait beaucoup à dire, non seulement pour elle-même, mais aussi pour d'autres femmes qui se sentaient piégées entre rêves et attentes sociétales. Le résultat fut Miracle à 60 ans. Le livre était une lettre ouverte à toutes les femmes qui avaient rêvé de maternité, qui avaient fait face à des défis impossibles, qui avaient ressenti la pression d'une société dictant ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Inès écrivit avec une honnêteté brute, ne cachant pas les moments de désespoir, mais célébrant aussi chaque petite victoire, chaque moment de connexion et d'amour qu'elle avait partagé avec Pierre et Gérard. Lorsque le livre fut publié, il résonna immédiatement avec les lecteurs du monde entier. Les ventes explosèrent et bientôt, Miracle à 60 ans devint un best-seller. Inès reçut des lettres de femmes de tous âges, de différents pays, la remerciant d'avoir partagé son histoire, d'être un phare d'espoir et de courage dans un monde qui semblait souvent sombre et décourageant. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans son bureau, entourée de lettres et d'emails de femmes touchées par son histoire, Inès ressentit une profonde gratitude. Pas seulement pour avoir eu la chance d'être mère, mais aussi pour avoir trouvé sa propre voie dans le processus. Gérard entra dans la pièce, la regardant avec un sourire. « Tu relis encore les lettres ?» demanda-t-il, son ton léger. Inès hocha la tête, un sourire apparaissant sur son visage.
« C'est incroyable de voir comment notre histoire a touché tant de vies, dit-elle. Je n'ai jamais imaginé que mon expérience pourrait signifier autant pour les autres. » Gérard s'approcha, se penchant pour l'embrasser sur le front. « C'est parce que tu as été honnête, Inès. Tu as partagé ta vérité et c'est quelque chose de puissant. Tu as montré à tant de femmes qu'elles ne sont pas seules, que leurs rêves et désirs sont valides, peu importe ce que dit la société. » Inès le regarda, sentant son cœur se gonfler d'amour et de gratitude pour l'homme qui avait été à ses côtés à chaque étape du chemin. « Et tu as été mon roc, Gérard, dit-elle doucement. Je n'aurais pas pu faire tout cela sans toi. » Gérard sourit, prenant sa main. « Nous sommes une équipe, Inès. Nous l'avons toujours été et nous le serons toujours. » Avec le succès de son livre, Inès commença à recevoir des invitations pour parler lors d'événements et de conférences, pour partager son histoire en personne. Au début, elle se sentait un peu intimidée par l'idée de se tenir devant un public, mais avec chaque apparition, sa confiance grandissait. Elle découvrit qu'elle avait non seulement une histoire à raconter, mais aussi une mission. Inspirer d'autres femmes à défier les conventions, à poursuivre leurs rêves, à trouver de la force dans les endroits les plus inattendus. Lors d'une de ses interventions, alors qu'elle regardait l'audience pleine de visages attentifs et attendris, Inès réalisa combien elle avait parcouru de chemin. Elle avait commencé ce voyage avec un rêve presque impossible, mais maintenant, avec Pierre dans ses bras et Gérard à ses côtés, elle savait que ce qu'elle avait vraiment trouvé était quelque chose de bien plus profond. Une nouvelle vie, un nouvel espoir, un nouveau départ. « La vie ne suit pas toujours le chemin que nous attendons, » dit-elle à la fin de son discours, sa voix ferme et stable. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas trouver de la beauté et du sens dans les tournants inattendus. Parfois, les rêves que nous craignons de perdre le plus sont ceux qui nous transforment le plus. Et pour ma part, je suis reconnaissante pour chaque tournant inattendu, pour chaque défi, car ils m'ont conduite à ce moment, à cette nouvelle vie que je n'aurais jamais imaginée. L'audience se leva en applaudissements et Inès sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle regarda Gérard et Pierre, qui étaient parmi la foule, et sut que tout ce qu'ils avaient traversé, tout ce qu'ils avaient affronté, en valait la peine. Des mois plus tard, chez eux, Gérard était dans le salon, jouant avec Pierre, qui était maintenant plein d'énergie, rampant dans tous les sens. Inès les regardait depuis la porte, le cœur rempli d'amour et de gratitude pour la famille qu'ils avaient construite ensemble. Elle savait que leur histoire n'était pas typique, qu'elle avait défié les attentes et les conventions. Mais elle savait aussi que était leur histoire, unique et belle à sa manière. Il s'approcha et les rejoignit, riant alors que Pierre essayait de se tenir debout, vacillant mais déterminé. « C'est un petit combattant, tout comme sa mère », commenta Gérard, souriant. Inès rit, caressant doucement la tête de son fils. « Et comme son père », ajouta-t-elle, regardant Gérard avec amour. Inès, Gérard et Pierre s'enlacèrent, ressentant la chaleur et la connexion qui les liaient ensemble. Ils savaient qu'il y aurait de nombreux défis à relever, mais ils savaient aussi qu'ils avaient la force de les affronter, ensemble. Et donc, alors que le soleil se couchait et que la maison se remplissait de rires et d'amour, Inès réalisa que son voyage n'avait pas seulement été celui de la maternité, mais celui de la découverte de ce que signifiait vraiment être fort, être brave et être prêt à accepter l'amour et la vie sous toutes ses formes. Ils avaient retrouvé leur miracle, non seulement en Pierre, mais en eux-mêmes, dans leur capacité à aimer et à renaître encore et encore, malgré les difficultés, malgré les doutes. Et ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils auraient toujours ce miracle pour les guider vers l'avant. Quelle histoire touchante et inspirante, n'est-ce pas, mes amis? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Si cette histoire vous a ému, une autre tout aussi captivante est en train d'apparaître à l'écran maintenant. Je suis sûr qu'elle vous inspirera également. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes et pleines de sens. Merci mes amis d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, réchauffera encore une fois vos cœurs. À la prochaine!